BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La guerre numérique a-t-elle commencé? Est-ce que c'est un choc entre la Silicon Valley et l'Union européenne et bien sûr la France? On va en parler tout au long de cette grande interview avec Jean Catan qui est en studio avec nous, qui est secrétaire général du Conseil national numérique. Bonsoir Jean Catan. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes passé par l'ARCEP, ça tombe bien, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Et puis vous avez publié un livre qui s'appelait « Nous sommes les réseaux sociaux ». Et puis je recevrai en visio tout à l'heure. Il connaît très très bien tout ce qui concerne la régulation européenne. André Le Scrupietri, qui est le directeur général du JEDI. Le JEDI, c'est le Joint European Disruptive Initiative. Il nous dira un peu si justement l'Europe a les moyens de représailles. L'Europe qui pour l'instant est totalement silencieuse, ça se demandait pourquoi. Évidemment, Jean Catan, vous nous direz ce que vous en pensez. Moi, je voudrais savoir, après ce coup de Trafalgar, après cette annonce le 7 janvier de Mark Zuckerberg, donc Meta, c'est WhatsApp, Facebook, Instagram, qui annonce donc la fin du fast-checking, et après les coups de butoir d'Elon Musk contre notamment nos démocraties européennes, comment est-ce que vous analysez ça ? J'analyse ça comme une situation qui finalement n'a rien de nouveau. On retourne à la situation. En fait, si on suit l'histoire de ces grands groupes, finalement, ils se sont accommodés malgré eux à des pressions que l'on a exercées sur eux, justement, des pressions politiques fortes, des pressions réglementaires. Et maintenant que finalement l'étau s'assouplit un petit peu aux États-Unis, ils retrouvent leur esprit qui ne les a jamais quittés en réalité. Alors qu'ils ne les a jamais quittés, vous n'êtes pas très optimiste. Un point d'abord, parce qu'on a analysé différemment, parce que depuis 2 jours on parle que de ça. Il y a eu 2 niveaux. Il y a eu un niveau politique, on a dit c'était une forme d'allégeance, notamment de Mark Zuckerberg à Donald Trump, parce qu'on se souvient que c'était quand même des relations extrêmement difficiles entre les deux, et que là, finalement, il se rend compte que Donald Trump, il revient au pouvoir comme il l'avait déjà exercé. Maintenant, il sait vraiment ce que c'est que le pouvoir, qu'il va l'exercer dans sa totalité, et notamment peut-être contre des géants du numérique. Zuckerberg, il a fait allégeance. Est-ce que vous employerez ce mot ? Non, c'est une forme d'opportunisme. Là où je vois par contre une forme d'allégeance qui est assez intéressante, je trouve, c'est presque du groupe Meta à X en fait et à Elon Musk. C'est-à-dire que quand Meta explique sur son site qu'ils auront plus recours à des notes de la communauté, on pourra revenir sur ce principe-là, par rapport au fact-checking traditionnel, disons, en fait, ils prennent référence chez X, justement. Et ils viennent dire, en fait, comme chez X, nous ferons des notes de la communauté. Ce qui est assez étonnant pour des réseaux sociaux concurrents, finalement. Alors, justement, d'abord, le fast-checking, il était réalisé comment? Est-ce qu'il était vraiment réalisé? Est-ce que c'est une réalité ou c'est un fantasme? Je pense qu'il y a ou une bonne conscience? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut différencier. Il y a d'une part le travail de modération qui est opéré au sein du groupe avec des prestataires extérieurs et parfois localisés dans plein de zones du monde. Et donc là, ce sont des centaines, des milliers de personnes qui travaillent à la modération, qui sont épaulées pour l'essentiel, parce que l'essentiel de la modération est fait de manière algorithmique et appuyé par de l'intelligence artificielle et autres. Donc ça, c'est la modération au sein du groupe. Ensuite, il y a eu toute une démarche de partenariat avec des organes de fact-checking extérieurs au groupe. Donc ça, c'est autre chose. Et sur chaque zone géographique, sur chaque pays, vous avez la carte sur le site de Meta, vous avez les organes de fact-checking avec lesquels des partenariats ont été tissés. Donc c'est ça qui est en cause, en priorité aux États-Unis. Donc comme l'a rappelé la ministre du numérique aujourd'hui dans les pages du Monde, voilà, on attend de voir exactement ce qu'il en sera au niveau européen, ce qui peut expliquer aussi une certaine latence au niveau des institutions européennes. On pourra y revenir aussi, parce que tout n'est pas excusable en la matière. Mais il faut bien distinguer les différentes choses, c'est-à-dire il y a un travail de modération. La modération et le fast-checking. Et des partenariats avec des organes de fact-checking qui sont des experts indépendants extérieurs. Mais ces modérations, elles étaient faites comment? Il y avait beaucoup de... Je m'en souviens de ce débat, c'était finalement il n'y a pas si longtemps que ça, où on nous expliquait qu'il y aurait des modérateurs qui allaient être là pour éviter qu'on voit ces vidéos horribles où on voyait des décapitations, etc. Est-ce que c'était une réalité? Parce que je ne sais pas, sur Twitter, je crois que sur la langue française, il n'y avait que 50 modérateurs. Je veux dire que ça ne veut pas rien dire. 50, c'est rien, quoi. Non, voilà. Alors, donc, chez X, vous aurez... alors, ça a un petit peu
augmenté depuis, parce que 50 en effet c'est les chiffres qu'on avait partagés, oui. mais qui ont augmenté dans le dernier rapport de transparence où on est monté à 64, hein, mais bon, enfin, Oui, ça reste le seuil, sur l'ensemble de la langue on est française. vraiment sur le seuil du TPE-PME, et ce qui est intéressant d'ailleurs pour l'avenir, on pourrait y revenir aussi. Maintenant, voilà, il faut se rendre compte qu'il y a très peu d'efforts qui est fait chez X de ce côté-là. Il y a une croyance en l'automatisation de la modération. Chez Meta, on aura par contre plusieurs centaines de modérateurs. Mais là, on a beaucoup plus d'utilisateurs aussi, hein, beaucoup plus de services. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte aussi, et c'est ça qui est intéressant dans les déclarations de Mark Zuckerberg, c'est que finalement l'automatisation ne se suffit pas à elle-même. Il vient justifier en fait l'assouplissement de ces politiques, de ces standards de la communauté par le fait que l'automatisation est source d'erreurs. Mais ce qu'on a toujours su d'une certaine manière. Et donc c'est pour cela qu'on a toujours mis un point de vigilance très appuyé sur la modération humaine. Et c'est pour ça que le DSA, notamment le règlement sur les services numériques, exige ces équipes de modérateurs fournies. On va bien sûr revenir à ce sujet. Je voudrais qu'on écoute, et on reviendra sur les propos. Vous avez raison, dans son interview au Monde de Clara Chapaz, la ministre chargée du numérique, qui a dit qu'elle avait des assurances de la part de Meta, de Facebook, notamment en France. Est-ce qu'il faut croire ou pas? On va y revoir. Je voudrais qu'on écoute. C'est un son, c'était il y a 2 ans, un son d'Elon Musk sur sa vision de la censure. Parce que c'est l'enjeu, c'est la justification, c'est de dire il y a une censure aujourd'hui parce que on peut plus tout dire. On écoute Elon Musk et après vous allez réagir, j'en suis sûr. Nous devons protéger la liberté d'expression, et la liberté d'expression n'est pertinente que lorsque quelqu'un que vous n'aimez pas dit quelque chose que vous n'aimez pas. Il est facile de laisser s'exprimer quelqu'un qui est d'accord avec vous. Ceux qui prônent la censure doivent se rappeler qu'à un moment donné, elle se retournera contre eux. C'était il y a 2 ans, on vient de ressortir. Ça vous inspire quoi, Jean Catan? Bon, il y a eu toujours un discours qui a été porté outre-Atlantique sur la libre expression, disons, qui porte une certaine dimension, mais là encore, comme l'a rappelé la ministre, qui n'excuse pas tout, bien au contraire, et au contraire, qui n'impose pas que ce soit la loi du plus fort non plus. Et c'est ça, je pense, finalement, dans lesquels sont empêtrés nos amis américains. Finalement, c'est... je ne sais pas qui est empêtré, hein. Je pense que c'est plutôt nous qui sommes empêtrés, nous, Européens, plutôt que les Américains, mais enfin ça... Disons qu'on a une vision claire des choses dans la mesure où on sait que assurer la liberté d'expression du plus grand nombre exige aussi parfois d'avoir un contrôle sur certaines prises de parole. Ce que n'ont pas encore accepté d'une certaine manière les Américains dans leur environnement politique et médiatique. Or, ce que l'on voit, et qui est particulièrement important aujourd'hui, est donc qu'il y a une domination de certains discours sur le discours du plus grand nombre, finalement par le recours à des biais algorithmiques qui sont finalement ceux des dirigeants comme Elon Musk. Oui. Est-ce que en fait, est-ce que c'est politique au départ, à votre avis? Non, je pense que là encore... Parce que là, pardonnez-moi, juste, on voit qu'Elon Musk, il intervient énormément, d'une manière extrêmement brutale et sauvage, notamment il a attaqué le Premier ministre britannique, Starmer, sur des propos extrêmement graves. Il a soutenu au contraire Alice Weidel, qui est la chef, la leader de l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, sachant qu'il y a des élections en Allemagne. C'est une ingérence politique avant d'être numérique. Oui, dans ce cas particulier de la personne, en l'occurrence, c'est tout à fait certain. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un qui contrôle finalement un dispositif algorithmique comme l'est un réseau social pour exprimer des positions politiques, à la fin, oui, le message est bien politique et le réseau social est instrumentalisé à des finalités politiques. Donc aussi à cet égard, il nous faut être particulièrement vigilants, nous en France, nous en Europe, par rapport à ce genre d'outils et leur instrumentalisation par leurs dirigeants. C'est pour ça il y a un message très fort à porter, c'est celui de la reprise de contrôle sur l'outil, finalement, au service de l'intérêt général et non pas seulement au service de leurs dirigeants. Oui, alors moi j'ai une question un peu bête et méchante, pardonnez-moi. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique. J'ai envie de dire, vous êtes lilliputien par rapport à des Elon Musk ou à des Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Alors déjà, on n'est pas tout seul, on est quand même 500 millions en Europe, donc c'est quand même assez important. Enfin, pas le Conseil national du numérique. Non, évidemment. Non, si je me permettre. Non, mais évidemment. Mais par contre, c'est vrai que le rôle d'une instance comme le Conseil national du numérique a toujours été finalement d'être à la proposition d'innovations réglementaires qui permettent d'asseoir finalement un encadrement qui soit le plus propice à l'émancipation et à porter les libertés politiques, individuelles, collectives. Donc là, ce qui est en jeu finalement, c'est une nouvelle vision des réseaux sociaux. Et c'est ça qu'on porte finalement au Conseil national du numérique. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont considérés finalement comme des blocs monolithiques à la main de leurs dirigeants. Mais il n'en va pas nécessairement ainsi. Un réseau social n'est pas nécessairement cet ensemble de fonctionnalités à la main du dirigeant. C'est lui qui décide les algorithmes, c'est lui qui décide si justement il y a de la censure, il y a du fast-checking ou pas, vous voyez, quand même. Pas nécessairement, si vous voulez. Ce que nous enseigne justement l'histoire réglementaire européenne, et au contraire que l'on a une capacité à imposer à des entreprises qui sont en situation parfois de monopole ou de domination économique sur certains marchés, des obligations d'ouverture, des obligations d'accès, des obligations de partage, et c'est des choses que l'on a très bien connues dans les télécoms par exemple. Clara Chapaz, la ministre chargée du numérique, elle a réagi effectivement à ces attaques tout à l'heure dans une interview au Monde. Elle a dit que Meta lui avait assuré qu'il respecterait le DSA, il y avait une enquête, des enquêtes qui seraient faites, mais que faut-il croire? Est-ce qu'il faut croire les dirigeants de Meta, notamment de Facebook, en France ou pas? Non, mais alors c'est pour ça que, si vous voulez, le cadre qu'offre le DSA est particulièrement intéressant. Déjà parce qu'il exige... Donc expliquez le DSA, oui, voilà. Je pense qu'ici sur BFM Business tout le monde connaît, mais bon, vous pouvez le rappeler. Le règlement sur les services numériques donc impose à ces entreprises de diffuser des rapports de transparence, des rapports de compliance finalement, des rapports d'exécution de certains remèdes qui permettent d'éviter la dissémination de risques systémiques sur leur plateforme. À partir de quoi, donc, la Commission peut engager des poursuites ou des enquêtes, finalement, qui vont contraindre ces entreprises-là à finalement appliquer d'autres remèdes qui vont protéger les populations, qui vont protéger le droit. Vous avez déjà lu ces enquêtes ou pas, vous, au Conseil national numérique? Les enquêtes, non, oui. Parce que ça, c'est vraiment c'est le sceau du secret qui est imposé sur les enquêtes de la Commission européenne. Qui les lit? C'est la Commission européenne? Voilà. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant, et c'est là où moi il y a des points de distance peut-être qu'on peut prendre par rapport au texte du DSA, c'est qu'il n'a pas vraiment institué, si vous voulez, les contre-pouvoirs qui nous permettent d'avoir un contrôle sur ce gardien qu'est la Commission européenne. Ouais. Et donc Donc c'est ça qui a été créé par Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, qui dit qu'on en a tous les moyens. On va en parler dans un instant aussi avec André Le Scruc-Pietri qui est en train de nous rejoindre. Voilà, et donc ce qui s'est passé autour de la personnalité de Thierry Breton est donc une mise en visibilité de ces textes, mais c'est aussi une incarnation très forte en une seule personne finalement, le shérif en gros. Et ça, c'est pas forcément la meilleure manière, on va dire, d'avoir un contrôle sur ces plateformes-là, et qui exige au contraire peut-être une pluralité d'acteurs. On va saluer André Le Scruc-Pietri qui nous a rejoint. Bonsoir André, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Catan, je rappelle, secrétaire général du Conseil national du numérique. Je le connais de nom et je suis ravi de le rencontrer virtuellement. Et bien voilà, ça sert à ça la grande interview. Je rappelle que vous êtes directeur de la Joint European Disruptive Initiative, bref, le JEDI, c'est plus simple à dire. Avant de vous passer la parole, je voudrais qu'on écoute Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui lui a répondu d'une manière quand même extrêmement forte à tous ces propos qui ont été tenus. Je vous propose de l'écouter et après on revient. Les plateformes de réseaux sociaux doivent mettre tout en œuvre pour éviter que leurs plateformes viennent perturber le débat public, sous peine de lourdes amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial, et dans les cas les plus graves, qui peuvent aller jusqu'au bannissement de l'Union européenne. Il appartient désormais à la Commission européenne de faire appliquer ces nouvelles lois européennes que nous nous sommes données, et je l'appelle instamment à le faire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de clarté. Si elle ne le faisait pas, alors il conviendrait qu'elle puisse restituer aux États membres qui le souhaitent la possibilité de le faire à leur niveau. Très remonté Jean-Noël Barrot. Il faut dire qu'avant, lui était aussi chargé du numérique, donc il connaît aussi ces questions. André Le Scruc-Pietri, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Jean-Noël Barrot? Il a même parlé avant de bannissement. Là, il dit carrément, c'est simple, parce que c'est vrai qu'il y a un silence étourdissant de la part de la Commission européenne.
est-ce que vous êtes d'accord avec lui en disant soit la Commission européenne réagit, soit c'est à nous, à chaque pays, notamment à la France, de réagir? Alors je crois qu'il a raison de s'adresser à l'UE parce qu'on est vraiment dans un enjeu continental et il n'y a absolument aucune chance dans le contexte de rapport de force qui détermine les relations internationales aujourd'hui, d'avoir une chance si on est un pays individuel. Après, donc je pense qu'il a raison sur le fond. Après, je pense que la grande erreur de l'Europe sur tellement de choses, c'est d'être dans l'illusion de sa puissance. Je pense qu'on a effectivement potentiellement un texte, Jean Canton en parlait, le DSA, qui en théorie est une vraie bombe atomique parce que ça peut permettre potentiellement même un bannissement d'une plateforme qui ne respecte pas les règles. Sauf que dans les faits, on l'a vu dans le passé, les amendes ou les mesures coercitives sont souvent appliquées avec énormément de retard, des années de retard. Je donne juste un exemple. On a mis 25 milliards d'amendes sur l'antitrust, sur les grandes plateformes technologiques américaines. Dans les 15 dernières années, on en a encaissé 5 milliards. Quand vous voyez que les profits de l'année dernière, c'était 300 milliards, ça ne les perturbe pas le moins du monde. Donc il faut qu'on soit réaliste sur la puissance de feu européenne. Réaliste sur cette puissance de feu, est-ce que quand même, ce silence de la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen, certains disent, alors peut-être, je ne sais pas, ils ont peut-être mauvaise intention, disent, c'est simple, l'Europe, elle a peur de représailles de la part des États-Unis. Vous êtes d'accord avec ça, André, vous qui êtes... Complètement. On le voit complètement sur d'autres sujets. Je veux dire, on a quand même assisté depuis 2 jours, sur un sujet qui n'a rien à voir avec les grandes plateformes, à une volonté d'appropriation en règle d'un territoire souverain de l'UE qui s'appelle le Groenland. À part une réaction relativement timide, mais réelle, du chancelier allemand, et assez timide de la première ministre danoise, c'est un silence assourdissant. Non, quand même. Il y a Mélanie aussi, et puis aussi un peu Jean-Noël Barrot, justement, dont on parlait à l'instant. Oui, mais je veux dire, si c'est ça la réaction européenne, moi, en tant que citoyen européen, je suis inquiet de la capacité de nos dirigeants à défendre ce qui est le plus cher, c'est quand même notre territoire souverain. Donc, je pense que la liberté de parole sur et la préservation d'échanges respectueux de la loi, puisque le DSA, c'est ça, c'est d'interdire online ce qui est interdit offline, les propos injurieux, l'appel à la haine, etc., les discriminations. Je suis moins confiant dans notre capacité d'exécution. À nouveau, en théorie, on a potentiellement tout juste. En pratique, on a beaucoup d'hubris, on a beaucoup d'individualités qui pensent qu'ils vont être le shérif, qui vont se comporter comme un hockey choral. Je crois que la seule manière pour l'Europe de s'en sortir, c'est pas d'être dans la défensive, c'est vraiment dans l'offensive, c'est de proposer des alternatives. Alors justement, on va parler des alternatives. D'abord, on va voir. Jean Canton, vous êtes d'accord avec l'analyse? On va revenir sur le sujet, évidemment, de cette guerre numérique. Est-ce que le DSA donne les moyens suffisants? Thierry Breton, lui, il dit, oui, bien sûr, on a tous les moyens. Il y a un juge, c'est un juge européen, et des enquêtes vont être faites. On est dans la légalité, on a tous les moyens pour répondre. En même temps, il a raison, André Le Scrupetri, il dit, oui, mais enfin, regardez déjà les délais. Vous dites quoi? Qu'on a les moyens, en effet, à condition de les mettre en œuvre de manière adéquate. Oui, mais c'est pour dans 10 ans, ça. Non, pas nécessairement. Et c'est là où aussi, mais c'est vrai, la Commission européenne, je pense, doit entrer dans un nouveau rôle. La Commission européenne n'a jamais été une entité régulatrice. C'est-à-dire un régulateur, qu'est-ce que ça fait? Ça construit un marché, ça construit des services avec les acteurs sur le marché, en gros. Et ça sait lister des priorités, et ça sait agir sur le marché en réunissant tout le monde autour de la table de manière transparente, ouverte. Et vous connaissez, je rappelle, vous avez été à l'ARCEP. Voilà. Et ça, en fait, la Commission, elle l'a jamais fait en propre. Elle a toujours été un peu ce policier qui exerce un contrôle sur les régulateurs nationaux et qui veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Donc maintenant, elle a un nouveau rôle à découvrir. Elle a toujours été un régulateur aussi ex post dans le cadre du droit de la concurrence, où elle n'a pas vraiment les marges de manœuvre de dessiner le marché. Là, il faut qu'elle découvre ce rôle-là. Donc, en effet, il faut qu'elle accepte, qu'elle apprenne ce travail
Et c'est un travail qui, par contre, peut être terriblement efficace. Je le rappelle quand même, quand on est dans le domaine des télécoms en France, vous pouvez avoir un règlement différent en 4 mois. Vous pouvez avoir des... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on n'ait pas encore eu, si vous voulez, ces procédures de collecte de données massives et un peu spectaculaires qu'on peut avoir en droit de la concurrence, qu'on peut avoir en régulation ex ante, comme on l'appelle, en matière de télécom ou autre, est significatif du fait que peut-être la Commission, elle n'est pas encore rentrée dans son rôle. Ouais. Donc, je pense qu'il faut bien distinguer... Ou l'enjeu, en tous les cas, n'a pas été pris suffisamment en fait, en compte. Il y a une conception de sa place sur l'échiquier, en fait, qui n'est pas forcément la bonne aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un ADN qui est à travailler, c'est très vrai. Et ça, c'est vrai que ça peut prendre du temps d'une certaine manière, et je rejoins les propos qui ont été dits. C'est-à-dire que c'est un peu malheureux aussi, parce qu'en théorie, ça pourrait aller beaucoup plus vite sur beaucoup d'aspects. Intéressant, André Le Scrupetri, ce que vient de dire Jean Caton en disant qu'il faudrait qu'en fait que l'Europe devienne, comme elle l'est dans les télécoms, en fait, un régulateur des réseaux sociaux, enfin du numérique. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut réinventer son rôle. Je ne suis pas sûr que le désastre de la fragmentation des télécoms soit forcément je pense que la seule qui considère que c'est un succès, c'est Madame Vestager. Elle est partie au Danemark. On est assez content non. qu'elle soit partie parce que je pense qu'elle n'a pas aidé à l'émergence de géants européens et ça aurait pu être tout à fait compatible avec une préservation de la concurrence. Non, je crois que l'Europe doit muer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une Europe qui est l'Europe des juges. Et je ne veux choquer personne, mais je pense qu'on n'est plus dans un monde de juges. On est effectivement dans un monde de shérifs. Et l'Europe doit réapprendre à gagner, à être dans un rapport de force de puissance. C'est la seule manière dont on pourra défendre puissamment nos valeurs. Donc il faut faire du judo. C'est-à-dire les community notes dont parle Zuckerberg, ça pourrait être une aubaine pour nous Européens de réinventer comment on fait du débat public. Intéressant, ça ressemble un tout petit peu à... On pourrait le tourner comme une manière de faire des référendums, si ce n'est pas juste accaparé par les extrêmes. X est un exemple qu'un réseau social peut se réinventer. Malheureusement, Trump a montré que quand il était banni de X, il a construit son propre réseau social, Truth Social. Qu'est-ce qui nous empêche, nous Européens, de faire des grands paris, non pas par la puissance publique, mais parce que ça ne marche pas. Moi, je veux bien, mais ça ne marche pas. On n'a pas d'alternative, il n'y a pas d'infrastructure. On n'a pas ça. Mais non, mais ce n'est pas une question d'infrastructure. C'est qu'aujourd'hui, il y a 27 ARCEP, il y a 27 ANSSI, il y a 27 régulateurs dans tous les grands domaines. Et donc, effectivement, il n'y a aucune capacité de faire des grands paris parce qu'il n'y a pas l'échelle continentale. Donc ce fameux marché unique dont parle l'État, notamment l'ancien premier président du Conseil européen, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga. Parce que si on a la capacité de faire des grands paris continentaux, il va y avoir également du financement. Souvent, l'argument de dire il n'y a pas assez de financement. Mais c'est normal qu'il n'y a pas assez de financement parce qu'il n'y a pas le potentiel de faire des vrais grands paris européens. Mais pour ça, il faut des dirigeants qui comprennent la technologie et il faut aussi une capacité, du vrai courage. Quoi. Jonathan ? Moi, c'est Jean. Mais, oui, j'ai dit Jean ? Oui. Jonathan. Mais non, j'ai dit Jean Caton, pardon, j'ai parlé trop vite, excusez-moi. Notre principal ennemi, en réalité, c'est notre désunion. Et ça, c'est vraiment le principal risque en réalité. Et c'est vrai que nous avons besoin d'un cadre qui nous assure finalement que nous ne partons pas dans un cadre complètement fragmenté. Ça, c'est très important. C'est peut-être une des choses finalement que nous avons à construire, mais qu'il faut qu'on ait en tête aujourd'hui à cadre constant pour pouvoir agir face à ces entités. Et c'est là où je rejoins le propos qui vient d'être tenu. C'est aussi vrai sur le terrain de la régulation que sur le terrain de la proposition des alternatives. Et là encore, que ce soit dans les administrations publiques, que ce soit dans le secteur privé, on a toutes les aptitudes, finalement, pour proposer des alternatives. À la condition aussi que l'on implique les utilisateurs, que l'on implique les entreprises dans ces processus de construction-là. Peut-être une dernière question quand même. Lorsque je reçois Philippe Corot du Miracle, quand je reçois des gens, des entrepreneurs de cette économie digitale, qui sont même des licornes, enfin des gens qui réussissent, ils disent, attendez, DSA, DMA, tout ça, c'est un frein à l'innovation. Cette régulation, finalement, ça va tuer
toutes les innovations possibles, alors que la France a tout, elle a des ingénieurs, elle a tout pour réussir, pour reprendre le baseline de BFM Business. Est-ce que c'est pas un peu la même chose? C'est-à-dire que là, c'est ce que dit Zuckerberg, c'est ce que dit Musk, on a besoin il faut pas de régulation parce que sinon c'est la censure, sinon ça freine. C'est précisément l'inverse, il faut bien comprendre. Alors, Jonathan, et après c'est André, le Scrupietri. Il faut bien comprendre à quel point est-ce que nous avons besoin d'une intervention sur certains marchés vis-à-vis de certains acteurs pour au contraire libérer la capacité d'agir économique. Ça ne veut pas dire réguler tout le monde de la même manière, ça ce serait finalement un traitement très inégalitaire et très défavorable. Donc par contre, il nous faut créer les conditions d'émergence de nouveaux acteurs. Encore une fois, nous avons besoin de l'action publique pour cela. C'était Jean Catan, je ne sais pas pourquoi, je veux absolument vous appeler Nathan. Jean Catan, André, pour vous, que vous répondez quoi à ma question ? Je crois qu'il faut, si régulation il y a, il faut que ce soit une régulation effectivement stratégique, qui est clairement une notion de préférence européenne, à condition que les services proposés soient identiques, voire meilleurs. Donc il y a tout à fait une opportunité de le faire. Il faut faire une régulation aussi différenciée, parce qu'aujourd'hui la régulation, on l'a bien vu sur le RGPD. Pardon, c'est quoi une régulation différenciée pour les... C'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une régulation qui impose d'avoir 2, 3, 10 personnes nécessaires pour suivre à la fois ce qui se fait à Bruxelles et les applications des 27 directives, les 27 applications dans les 27 États européens, en fait les seuls qui peuvent s'en tirer et qui peuvent naviguer cet univers très complexe, c'est les grands. Et qui sont les grands sont souvent les plateformes installées, les Américains. Donc en fait, avec plein de bonne volonté, on tue les acteurs émergents et donc les Européens. Donc il faut faire des régulations différenciées. Il faut aussi pas mélanger. Le DSA est quelque chose qui s'applique uniquement à ces grandes plateformes. Donc ça, c'est pas une régulation contre laquelle, je crois, les entrepreneurs du numérique européen s'insurgent. Par contre, il faut à nouveau, même chez les régulateurs, beaucoup plus de gens qui comprennent ce que c'est la technologie et non pas des gens qui ne vont pas forcément être très averts et donc qui ne vont pas forcément favoriser la prise de risque. Merci André Le Scrupietri. Merci Jean Catan d'avoir été avec nous, secrétaire général du Conseil national du numérique. Donc dans ce monde de shérifs, il faut quand même un peu de régulation. Voilà, mot de conclusion. Merci à tous. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr Guillaume Paul qui lui va parler d'automobile. La grande interview sur BFM Business.